Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, explication de nouveaux horaires dans l'administration publique. Le ministre de la fonction publique était face aux médias. Adidja Toumati s'édifie davantage sur cette nouvelle décision gouvernementale. Et puis on fait le bilan de l'année 2020, notamment sur le plan politique. Plusieurs faits ont marqué le Bénin avec des élections communales et municipales. Retour sur les grands faits politiques de 2020 dans ce 13h. Et puis renforcement de capacité des jeunes arbitres de football. Objectif, faire familiariser les participants aux nouvelles réformes de la FIFA en matière d'arbitrage. Vous en saurez davantage. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique béninoise sont désormais connus. Le ministre de la fonction publique était face à la presse ce mardi pour donner les explications sur ces nouveaux horaires qui vont permettre d'accroître la productivité à travers de meilleurs rendements. Gilles Dansou, Edmond Humbo pour plus de précisions. 1er janvier 2021, les horaires de travail changent dans l'administration publique béninoise. Décision prise après une large concertation avec des groupes cibles composés entre autres des partenaires sociaux, des enseignants, des responsables de la société civile et des usagers de l'administration publique. Pour compter du 1er janvier 2021, les nouveaux horaires de travail qui seront appliqués dans l'administration publique se présentent comme suit. Matin, 8h à 12h30. La pause, et c'est là la modification significative, la pause va de 12h30 à 14h. Donc ça fait 1h30 de pause. L'après-midi, le travail reprend à 14h et non à 15h comme d'habitude pour prendre fin à 17h30. Donc l'heure de sortie désormais dans l'administration, c'est 17h30 et non 18h30. Dans le secteur de l'éducation, les horaires de travail n'ont pas été modifiés. Pour ce qui concerne le cas de l'éducation, du secteur de l'éducation, cela a paru un peu difficile en ce qui concerne le réaménagement horaire. Donc la décision n'a pas été prise de modifier les horaires de travail dans le secteur de l'éducation. Surtout en ce qui concerne le secteur, disons l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, où aujourd'hui, compte tenu du nombre limité des infrastructures qui sont mises en place, les infrastructures existantes, malgré tous les investissements qui ont été réalisés par le gouvernement du président Talon, nous constatons encore l'insuffisance des infrastructures scolaires. Ces réaménagements horaires présentent des avantages considérables à en croire le ministre de la fonction publique. Les horaires actuels de travail constituent un des facteurs déterminants de la contre-performance de l'administration. Donc, en procédant au réaménagement horaire, nous parvenons à résoudre le problème de la contre-performance de l'administration. L'administration devrait être beaucoup plus performante avec la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail. Le réaménagement horaire améliore la productivité des agents.
Par conséquent, il y a une amélioration de la croissance économique de 0,57 points par an, correspondant à plus de 26 milliards de francs CFA. Le problème que nous résolvons également est celui de la réduction des coûts de consommation d'eau et d'électricité dans l'administration. L'autre problème qui est résolu et qui entre dans le cadre des avantages pour l'État, c'est que le réaménagement horaire permettra bien évidemment de résoudre un certain nombre de problèmes dans l'administration en rendant les agents beaucoup plus disponibles au travail. Pour les agents de l'État, il y a également des avantages tels que la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale, de même que la vie privée. Il y a l'harmonisation des horaires de travail avec les pays de la sous-région, puisque aujourd'hui, nous sommes le seul pays de la sous-région qui continue d'observer 2h30 de pause. Des horaires qui changent avec comme principal objectif d'accroître la productivité. Passons à présent à ces bilans. Sur le plan politique, plusieurs faits ont marqué le Bénin, notamment avec les élections communales et municipales. Retour sur les grands faits politiques de 2020 avec James Ouliangouagidi et Marcela Rossi. Si aujourd'hui, le parti Moël Bénin a trouvé un écho favorable au niveau des jeunes, les ambassadeurs et les ambassadrices de l'Union progressiste. Ici également, plusieurs adhésions au bloc républicain sont déclarées. Après une année 2019 mouvementée sur le plan politique, 2020 était attendue comme celle de la normalisation. 2020 commence avec en ligne de mire les élections communales et municipales annoncées pour le 17 mai. 9 des partis politiques alors enregistrés manifestent l'intention d'y prendre part. Les conditions à remplir sont strictes, mais pas insurmontables. Présenter 3630 candidats titulaires et suppléants dans toutes les circonscriptions électorales du pays. En attendant d'y arriver, les mois de janvier et février sont ceux de la prémobilisation, celle des femmes et celle des jeunes. Nous nous mobilisons derrière une femme comme nous. Sur le plan politico-administratif, la Commission électorale nationale autonome prend à cœur son rôle de validation ou non des dossiers de candidature des partis politiques désireux de se présenter aux élections. 9 appelés, 5 élus. À cette phase, l'Union progressiste, le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti du renouveau démocratique et Force Cori pour un Bénin émergent remplissent les conditions de forme et de fond pour s'affronter dans les 546 arrondissements du Bénin. À ce jeu-là, à l'issue d'une campagne électorale essentiellement médiatique, en raison de l'avènement quelques semaines plus tôt de la pandémie de Covid-19 au Bénin, 3 des 5 partis seulement obtiennent des élus. L'UP, le BR et FCBE. Le PRD et l'UDBN, faute d'avoir pu réunir 10% des suffrages requis au plan national, ne recueillent pas le moindre élu. L'installation des nouveaux conseillers municipaux et de leurs exécutifs donnera ensuite lieu à un amendement voté le 2 juin pour clarifier les conditions d'élection des maires. Les tractations politiques entamées plus tôt sont avortées, les alliances contre nature empêchées. Les partis politiques majoritaires héritent des exécutifs municipaux et le seul parti d'opposition, FCBE, emporte dans un premier temps 7 conseils communaux, dont la deuxième ville du pays, Parakou. Mais le bastion du septentrion sera rapidement perdu en raison des contradictions entre les membres du parti qui aboutissent à l'invalidation de 2 de leurs sièges. De leur côté, UP et BR peuvent pavoiser. Ils disposent respectivement de 41 et 29 maires dans leur escarcelle qui sont en même temps, au même titre que leurs députés élus en 2019, les parrains potentiels des candidats à l'élection présidentielle de l'année 2021. De même, lorsque la Commission électorale nationale autonome procède conformément à la loi
à la distribution des ressources entrant dans le cadre du financement public des partis politiques, leurs résultats leur permettent d'obtenir les parts les plus substantielles. Au mois de septembre et octobre 2020, s'enclenche une frénésie d'appels à la candidature du président Patrice Talon pour l'élection de 2021. De nombreux mouvements, affiliés ou non aux partis politiques officiels, portent le même message. Mais très vite, la présidence de la République les freine dans leur élan. Le moment choisi, la forme du message, le contenu, tout est à revoir. Et Patrice Talon saisit l'occasion d'une interview accordée à la presse étrangère pour laisser entendre que sa décision est prise, mais que la primeur en serait réservée à ses compatriotes. Quand donc, le 12 novembre, le président de la République entame par voie de terre une tournée nationale de reddition de comptes, sa réponse est à chaque étape attendue, exigée même avec empressement. 60 communes, des milliers de kilomètres parcourus, au mépris de la poussière, des cassis et d'eau d'âne, au plus profond du Bénin profond. Un exercice inédit au cours duquel le chef de l'État se sera employé à démontrer à ses compatriotes la justesse de ses choix, la pertinence de leur adhésion et l'irréversibilité du changement enclenché au Bénin. Mais de réponse à la question de savoir s'il sera ou non candidat à sa succession, pas. Toutefois, la présentation de vœux du chef de l'État du 31 décembre 2020 lève quelques doutes. Je mesure davantage la responsabilité qui est la mienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engrangés ces dernières années. Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante, le Bénin, mon pays. Et pas plus, lors du dernier discours du quinquennat sur l'état de la nation, sobre, court, mais en phase avec la fierté et l'optimisme retrouvés du Béninois que Patrice Talon note et salue avec satisfaction. Autre fait marquant de l'année 2020, la naissance d'un nouveau parti d'opposition, les démocrates, qui a obtenu son récépissé en décembre. Signe peut-être que la présidentielle de 2021 sera cette belle fête de la démocratie, débarrassée de cet art et de ses travers, promise par le président Patrice Talon. Voilà, parlons de cette haute actualité. C'est désormais officiel. L'Assemblée nationale, à la faveur d'un point de presse, a présenté les résultats d'un test de recrutement de 85 jeunes au profit du Parlement, des jeunes troisième mandature. L'un des membres du comité d'organisation nous rappelle ici certains critères donc, qui ont milité pour le choix de certaines personnes, de certaines catégories de personnes, suivant le député Hassan Seibou. Il y a eu, lors de la composition à Parakou, un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un handicapé, qui a pu composer. Et cela a été salué par tout le monde, par le président de l'Assemblée en particulier, qui a trouvé cela très intéressant, parce qu'être aveugle n'est pas un handicap pour être député. À l'Assemblée, c'est beaucoup plus parler et écouter et délibérer. Il peut donc valablement être retenu. Le comité a décidé dans l'organisation de favoriser effectivement ces handicapés. Et ensuite, de décider, quand il y a eu égalité de points entre un homme et une femme, de favoriser la femme. Et donc, ces deux choses, le malvoyant et la faveur à la femme, sont les deux critères qui vraiment ont été retenus radicalement par le comité. Et je veux bien dire que c'est le président de l'Assemblée nationale,
qui a beaucoup plus œuvré et insisté sur ces deux aspects-là, et qui ont été retenus donc par le comité. Nous avons, à l'issue de ce travail, à fournir 85 sièges. Le comité a décidé, sous la houlette encore toujours des dirigeants de l'Assemblée nationale, de faire la délibération par circonscription électorale. C'est donc ce qui a été retenu. Enfin, sur les directives un peu de l'APF, qui ne voudrait pas qu'il y ait de rupture totale avec ce qui a précédé, 2 sièges ont été ajoutés aux 83 qui devraient être fournis selon les règles définies au niveau de l'APF et appréciées aussi par le bureau de l'Assemblée nationale. Et on parle de ces périodes de fête, les périodes de fête qui riment avec le mélange des aliments et des boissons, ce qui peut provoquer plus tard une indigestion ou même pire. Pour donc sensibiliser et amener les populations à manger sain, la mairie de Parakou a organisé une séance de responsabilisation des femmes dans la prévention des maladies liées aux habitudes alimentaires. Regardez. Les périodes de fête sont des périodes d'excès par excellence. Et dans les dosages alimentaires parfois imprudents, les femmes sont en première ligne. La cible est donc toute trouvée pour impulser un changement de comportement. Mesdames, c'est vous qui faites à manger pour la famille et les invités. Les membres de la famille ne mangent donc que ce que vous avez décidé. C'est également vous qui êtes en mesure de réguler au mieux nos consommations d'alcool et autres boissons pendant cette période de bonne folie. La bonne folie, c'est d'éviter toute exagération. L'excès en toute chose nuit. L'excès dans la consommation de certains aliments est nuisible pour notre santé. Trop de sucre dans les repas, ajouté au cube, qui est une nouvelle pratique alimentaire, nuit gravement à notre santé. Trop d'huile dans nos repas nuit gravement à notre santé. Trop de sucre dans nos bouillies, nos thés. À cela s'ajoute le tabac et l'alcool. Nous avons habitué nos enfants à voir traîner le sucre partout dans nos maisons. Et quand nous leur en donnons une quantité que nous tournons le dos, ils en rajoutent. Ça fait que nous rencontrons de petits enfants diabétiques. Nous devons arrêter ces habitudes-là qui nuisent à notre santé. Des échanges avec des experts en santé et un dépistage gratuit du diabète sont les autres temps forts de la rencontre. Voyons ce démarrage ce lundi matin, d'une formation au profit de 150 gestionnaires d'établissements de l'enseignement technique et professionnel. Il s'agit d'une étape indispensable de la mise en œuvre de la stratégie de relance de ce secteur. Rachidatou Biomama et Ouensessa Sawaïmon. Cette séance de formation intervient à un moment où la formation professionnelle est au cœur des préoccupations du gouvernement. Durant 3 jours, les compétences de ces proviseurs, chefs blocs, censeurs et autres professeurs certifiés seront renforcées. L'avenir de l'école, qui doit désormais former au métier, en dépend. Nous étions dans un système, nous sommes encore dans un système où les gestionnaires d'établissements sont cooptés. Cooptés parmi les enseignants, en tenant compte souvent de l'ancienneté, pas forcément des compétences de gestion. Or, la gestion d'un établissement, qui plus est d'un établissement d'enseignement technique et la formation professionnelle, suppose des prédispositions, des compétences, des informations en amont. Les 150 gestionnaires sont répartis sur 3 sites, celui de Cotonou, mais également 2 autres à Boïkan et à Parakou.
Au total, ils bénéficieront de 5 modules de formation. Le premier, objet de la présente rencontre, est à juste titre axé sur le métier de gestionnaire d'établissement. L'enseignement technique, la formation professionnelle n'est pas un chemin qu'on emprunte par dépit, comme ça a été dans la mémoire collective pendant longtemps. Nous devons changer de paradigme. L'enseignement, la formation technique et professionnelle, c'est le chemin, c'est tout le chemin. C'est pour ça que le gouvernement a un regard particulier sur ce sous-secteur. J'ai bon espoir que le lendemain de notre système éducatif sera meilleur. Le président Patrice Talon y attache du prix à en croire le représentant du ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel. Son souhait, doter dans un proche avenir le Bénin de ressources humaines qualifiées pour son développement. Et puis l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin promeut la cartographie numérique. Il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision pour une meilleure gouvernance. Une série de réflexions a été abordée lors d'un atelier à Grand Popo. Suivez le reportage de Henri Fachina. La cartographie numérique est un outil de développement promu par l'Académie des sciences, arts, lettres du Bénin. La variété des utilisateurs justifie toute son importance. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut avoir une parfaite connaissance du milieu sur lequel on veut agir. Sur ce plan, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde que les spécialistes de l'économie, les économistes, et aussi sur beaucoup d'autres plans. Par exemple, si vous faites géographie de la santé, vous ne pouvez pas vous passer de la cartographie. Ce n'est pas possible. Si vous voulez lier l'environnement et la santé humaine, vous ne pouvez pas non plus vous passer de la cartographie. Ce qui a changé, c'est qu'autrefois, avec les vieilles cartes, qui étaient très peu actualisées, nous faisions face à d'énormes difficultés. Il m'est arrivé, quand j'étais tout jeune chef de groupe à Ouida, de me tromper parce que je me suis dit que la prochaine voie que j'allais voir était celle que je devais emprunter. C'est vrai, je suis tombé sur une voie, mais je me suis perdu parce que la carte que j'utilisais n'avait pas été actualisée. Ce problème ne se pose plus avec la numérisation, parce qu'avec la numérisation de la cartographie, les cartes sont très vite actualisées et vous n'avez pas de problème dans la gestion du nivellement et de la planimétrie au niveau de la carte, ce qui permet de conduire les actions beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que vous ne perdez plus de temps à chercher la météo, à évaluer le relief, vous ne perdez plus de temps et les choses vont très vite parce que vous avez un ensemble de données en très peu de temps. L'Académie béninoise des sciences, arts et lettres est un ensemble d'experts de plusieurs disciplines qui réfléchissent ensemble à proposer des outils éprouvés scientifiquement pour une meilleure prise de décision. La cartographie numérique est le nouveau champ exploré par l'Académie des sciences et les utilisateurs ne manqueront certainement pas. Le gouvernement béninois est concerné au plus haut niveau. Et puis, 75 ans de vie, 20 ans d'épiscopat ont été célébrés ce mardi 20 décembre par Monseigneur Victor Agbanou. Toute la communauté chrétienne catholique s'est mobilisée pour cette double célébration. Les fidèles, à travers leur participation à cette cérémonie d'anniversaire, ont témoigné au prélat tout leur attachement et amour. Suivez donc ce reportage d'Henri Fachina. 20 ans d'épiscopat et 75 ans de vie. Alors, c'est le Seigneur qui nous a donné cet évêque. Durant sa vie, il s'est donné corps et âme au Seigneur. Et quand il a été nommé évêque de ce diocèse, il s'est dépensé beaucoup pour ce diocèse. C'est en reconnaissant de cela que l'église famille diocésaine de Kossa a voulu rendre grâce à Dieu pour lui, pour ce qu'il est parmi nous et pour ce qu'il a réalisé parmi nous. Alors nous sommes venus l'entourer de notre affection, prier avec lui et prier pour lui pour que le Seigneur, qui a initié ses œuvres en lui,
continue de poursuivre ses œuvres à travers lui et continue de le bénir et de bénir ses œuvres. Et la devise de Monseigneur Brano rentre vraiment dans l'esprit du Christ lui-même. Les béatitudes commencent par quoi? Heureux les pauvres de cœur. Donc, les pauvres sont au cœur même de Dieu, sont une préoccupation de Dieu, sont le souci permanent de Dieu. Et pour les hommes, Dieu est notre Père. Et pour Dieu lui-même, nous sommes des pauvres à sauver. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus sauver nous les pauvres. Les pauvres, tous les hommes sont pauvres. Alors l'évêque, dans cette mission que le Seigneur lui a confiée, a voulu perpétuer ce souci du Seigneur en prenant soin des pauvres de divers ordres. Donc vous avez vu les aveugles de Siloé, les lépreux de Madjre, et les handicapés de Bethesda. Donc il a sillonné le diocèse dans l'esprit de pauvreté et en offrant des possibilités aux pauvres pour qu'eux aussi retrouvent la dignité. Un mot de sport, l'Office béninois de football scolaire et universitaire renforce les capacités des jeunes arbitres de football. L'ouverture de cette formation a eu lieu samedi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Objectif, faire familiariser les participants aux nouvelles réformes de la FIFA en matière d'arbitrage. Stanislas Lincon et Mathieu Sokanou. Les lois du jeu changent, ils se doivent de se mettre au pas forcément. Face à ces jeunes arbitres, des instructeurs CAF et FIFA, ils apprennent à mieux apprécier, entre autres, les incidents dans la surface de réparation, les fautes tactiques et les hors-jeux. Cette phase pratique fait suite à l'étape théorique. Et avec ce recyclage, la Fédération béninoise de football trouve des raisons d'être optimiste quant au sifflet béninois. Vous serez en mesure d'officier les matchs scolaires et universitaires. Et enfin, vous serez à même, lorsque vous allez continuer de travailler, de devenir les jeunes talents, pourquoi pas les meilleurs arbitres pour remplacer des arbitres comme Kodia Bonaventure. Conviés à cette formation pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, 30 jeunes arbitres, dont 5 femmes. C'est le fruit d'une convention entre l'État béninois et la FIFA. Vous avez l'obligation de suivre avec beaucoup de dévouement cette formation qui vous est offerte. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. On a commencé petitement la première formation en 2018. Aujourd'hui, en 2021, nous entamons la 4e édition. Et vous avez le privilège d'être les premiers parce que le programme Jeune Arbitre est un pas du projet Jeune Officiel qui comporte en son sein 5 programmes. Donc le projet Jeune Arbitre aujourd'hui est privilégié. Et je vous rappelle que cette année, nous allons commencer avec la certification. Ça suppose que ceux qui seront meilleurs parmi vous auront leur certification, se verront délivrer des certifications qui pourront leur permettre d'aller directement à l'international, c'est-à-dire en commençant par officier au niveau de nos différentes compétitions ici. Cet atelier de renforcement de capacité des jeunes arbitres dure 4 jours. En dehors d'Abomey-Calavi, la formation se déroule aussi dans les villes de Porto Novo, Baïkon, Lokossa, Parakou et Natitengu au profit des jeunes arbitres des autres départements du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci notamment à vous tous qui nous regardez depuis votre salon. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.